Une émission proposée par Hype FM. Nous sommes à l'approche du 101e anniversaire du 24 avril. Les communautés arméniennes à travers le monde se préparaient à commémorer l'anniversaire du génocide arménien pour montrer leur détermination à poursuivre leurs combats et leurs revendications. Mais l'actualité brûlante du début de ce mois d'avril vient donner une autre dimension à ces commémorations. Nous parlerons dans ce carte sur table du Ralapar, bien sûr, des conclusions et leçons à tirer de cette guerre des 4 jours, mais également des préparatifs du 24 avril. Nos invités autour de cette table, Hovhannes Kevorkian, ambassadeur de la République du Haut-Ralapar, officiellement son représentant, Vahak Natapekian, ministre plénipotentiaire représentant l'ambassade d'Arménie en France, Arat Oranian, coprésident du CCAF, et nous sommes dans l'attente de Mourad Papazian, également président du CCAF. Et la première question que j'ai envie de vous poser, c'est sur les conclusions de ces 4 jours de guerre, ce qui a suivi cette période assez triste et à la fois où l'Arménie a montré une détermination très forte, en tout cas nos soldats sur les frontières. Vahak Natapekian, vos conclusions, qu'est-ce qui s'est passé pendant ces 4 jours et quelles leçons doit-on en tirer? Bonjour, je vous remercie d'abord d'avoir initié cette émission. Les conclusions, je pense que on va y réfléchir encore longuement, mais avant de parler des conclusions, auxquelles sont consacrés a priori, entre autres, les débats et cette émission, j'aimerais bien profiter de cette occasion et de répondre à des dizaines, à des centaines de courriers, d'appels téléphoniques de la part de ressortissants d'Arménie, ainsi que des Français d'origine arménienne et des Français tout court, que l'ambassade a reçu durant ces derniers jours. Ils ont été nombreux de proposer leur soutien. Il y en a ceux qui proposaient de venir donner du sang, de l'argent, des médicaments. Il y en a ceux qui voulaient tout simplement s'inscrire volontaires pour participer à cette confrontation. Et c'est quelque chose qui est profondément important. Et ce serait ma première conclusion que je retirerais, cette unité, cet élan, ce réveil. Ce n'est même pas un réveil, mais c'est une démonstration que ce sentiment d'unité nationale n'a même pas été endormi. Et c'est ce que je constaterai avant tout, c'est le lien sacré qui nous unit tous, et c'est la chose la plus importante à mes yeux. Et je saisis encore une fois cette occasion pour les remercier de tout cœur. Խոսքս նաև կուզենայի ուղղել Հայաստանի այն բոլոր քաղաքացիներին, որոնք ֆրանսախոս չեն, իսկապես շնորհակալություն ձեզ բոլորիդ, ձեր առաջարկած աջակցության համար, կամավոր գրվելու ձեր ցանկության համար, քանի դեռ մենք միասին ենք, մենք երբեք չենք բարդվի, շնորհակալություն ձեզ ձեր ցավոտան։ Hovhannes Kevorkian, même question parce que on a vu, c'est vrai, cet élan de solidarité, l'esprit d'union, mais parlons d'abord des conclusions politiques et pourquoi pas militaires. Où en sommes-nous après ces 4 jours de combat? Absolument. Bonjour. Donc cette période s'est caractérisée d'abord par cette forte résistance de l'armée du Ralapar, par cette capacité de résister
Un Azerbaïdjan qui se disait très puissant, qui se vantait depuis maintenant 4-5 ans d'accumuler beaucoup d'armes modernes, d'avoir un budget qui dépassait, un budget militaire qui dépassait le budget total de la République d'Arménie et de la République du Haut-Karabakh. Donc cette période s'est caractérisée par cette forte résistance. La capacité de forte résistance. Deuxièmement, cette période, comme le disait Monsieur Atabekyan, s'est caractérisée bien entendu par cet élan de mobilisation, de solidarité. D'abord sociétale en Arménie, au Karabakh, et une union sans précédent, pas vraiment, parce que cette union, nous l'avions vue durant l'époque de la chute de l'URSS. J'avais 16-17 ans et je me rappelle à l'époque. Il y avait cette forte mobilisation de l'ensemble de toutes les composantes de la société en Arménie. Et là, j'ai vu aussi, et j'ai eu cette chance d'être en France, et j'ai vu aussi cette mobilisation, grande mobilisation dans la diaspora. Donc, une mobilisation de toutes celles et de tous ceux qui se considèrent, qui se disent arméniens, d'origine arménienne. Voilà, la période s'est caractérisée aussi par cela. D'autre part, nous avons vu aussi une très grand soutien de la part des politiques, en tout cas en l'occurrence en France, des responsables politiques qui n'ont pas hésité de prendre leur plume, de prendre leur téléphone et de nous témoigner leur soutien et leur aide. Évidemment, cette période s'est soldée hélas aussi par nos 92 morts côté Karabakh et Arménie. C'était le prix de cette résistance. Nos soldats, nos militaires ont combattu pour ne pas laisser les forces azerbaïdjanaises de pénétrer sur notre territoire. Ara Touranian, même question avant de rentrer dans les détails, vos conclusions et les leçons à tirer de ces 4 jours de combat. Je partage bien entendu les points de vue de mes deux précédents intervenants. Effectivement, c'est l'unité qui a primé et qui s'est révélée, et la grande mobilisation qui s'est révélée dans le monde arménien, où qu'il soit, en Arménie, au Karabakh et partout dans la diaspora. On a bien senti à travers ces événements que ceux qui étaient visés au Karabakh, c'était nous. Quand je dis c'était nous, c'est le monde arménien, à savoir ce qu'il y a d'arménien en nous. Donc, comment ne pas se sentir interpellé par ces événements? Comment ne pas être touché par le fait que 100 ans après le génocide, il y ait des jeunes, il y ait des gosses de 20 ans, 18 ans, qui meurent simplement pour avoir le droit de rester arméniens sur leur territoire. Ça renvoie le monde dit civilisé à ses responsabilités et à sa dette envers le génocide impuni de 1915, puisque 100 ans après, les problèmes ne sont pas réglés et que le monde arménien est toujours en difficulté, en danger de mort sur ce qu'il reste de ces territoires qui n'ont pas encore été occupés par les forces et usurpés par les forces du pan-turquisme auxquelles participe l'Azerbaïdjan comme la Turquie. Donc je dirais que indépendamment de ce qui s'est passé sur le champ de bataille, et on a vu que nos forces, nos jeunes ont opposé une résistance absolument héroïque. Ce qui a primé, la leçon qu'on retire, c'est que le monde arménien sort encore plus renforcé de cette épreuve. Mourad Papazian, pour terminer ce tour de table autour des premières conclusions de cette guerre déclenchée par l'Azerbaïdjan. Je pense que l'essentiel a été dit par mes camarades autour de la table. Je pense qu'on peut ajouter dans un message adressé à l'Azerbaïdjan qu'il est vain de croire que l'Azerbaïdjan pourra récupérer le Haut-Karabakh. Le Haut-Karabakh est arménien, historiquement, aujourd'hui peuplé d'Arméniens, c'est une terre arménienne, et on voit bien que, je le disais l'autre jour à la manifestation devant l'ambassade d'Azerbaïdjan samedi, il n'y a pas 150 000 Harabarti, il y a 10 millions de Harabarti, parce qu'on l'a vu, on a souligné effectivement l'union sacrée, le sentiment d'unité nationale. On l'a bien vu lorsque le Haut-Karabakh est touché. C'est chaque Arménien qui est touché. Parce que, Ovig a rappelé également le mouvement de 1988, on le sait bien, le Haut-Karabakh, c'est la prunelle des yeux de chaque Arménien. Nous nous sentons tous Harabarti.
Parce qu'il y a aujourd'hui non seulement un droit politique, mais il y a également un droit historique, mais il y a également un droit humain. Et c'est ces trois droits qui cimentent effectivement l'union de chaque Arménien, du peuple arménien, autour du Haut-Karabakh. Donc il est vain de penser que l'Azerbaïdjan, un jour, pourra récupérer le Haut-Karabakh et faire vivre les Arméniens du Haut-Karabakh sous administration azérie. Ce n'est pas possible. Et à un moment donné, il faut que tout le monde le comprenne. Alors justement, les premiers jours, on essayait d'analyser, de comprendre pourquoi l'Azerbaïdjan d'un seul coup a déclenché cette offensive très importante. Donc, je disais, cette guerre s'est déclenchée d'une manière assez surprenante, mais la question est de savoir aujourd'hui, à une dizaine de jours de ce conflit, mais pourquoi finalement l'Azerbaïdjan avait besoin de déclencher cette guerre? Est-ce que parce qu'elles se sent très fortes? Est-ce que parce qu'elles se sent, soutenues par des forces extérieures, au-delà du fait qu'Aliyev a envie de récupérer ses terres, au-delà du fait qu'à l'intérieur il y a des problèmes? Quelles sont aujourd'hui les raisons? Alat Toranian, Murat Papazian, tous. Alat Toranian l'a souligné dans son propos. Ce sont les forces du panturquisme. Et la formule est extraordinaire. Ce sont les forces du panturquisme. Dont plus personne ne parle aujourd'hui. Qui ont décidé, Aliyev et Erdogan ont décidé aujourd'hui de mettre le paquet pour récupérer le Haut-Karabakh. On l'a bien vu. On le voit bien. On s'y attend tous à un moment donné. Ça fait plusieurs années qu'il y a entre 5 000 et 10 000 violations du cessez-le-feu tous les ans, au mépris du droit international. À un moment donné, la grande offensive va arriver. Et moi, je l'ai répété à plusieurs reprises, la grande offensive, c'était pas le 1er avril. La grande offensive est à venir. La grande offensive est à venir. Il faut s'attendre à ce que dans les semaines ou les mois qui viennent, il y ait la véritable offensive sur le Haut-Karabakh de la part de l'armée de l'Azerbaïdjan. C'est la raison pour laquelle on doit intensifier notre soutien, on doit intensifier l'alerte internationale sur le Haut-Karabakh, parce que lorsque la grande offensive arrivera, il sera trop tard. Je suis un peu alarmiste, mais parce que je ressens les choses de cette manière. Alors, Hovhannes Kevorkian, il faut parler de cette possibilité de reprise de la guerre. On apprend que l'Azerbaïdjan, au lendemain de cette guerre, s'est muni de nouvelles armes. Qu'en est-il sur le terrain? Est-ce que les directions de la République du Haut-Karabakh et de l'Arménie sentent qu'il y a, comme Murat Papazian vient de dire, un nouveau danger peut-être imminent? La reprise de la guerre est réelle. Absolument réel, tout simplement parce que l'Azerbaïdjan ne le cache pas. L'Azerbaïdjan le dit. Durant au moins 3 ans qui ont précédé le 1er avril ou le 2 avril dernier, les plus hautes autorités azerbaïdjanaises, mais d'une manière très régulière, ont déclaré qu'ils étaient prêts à récupérer par la force le Haut-Karabakh. Ils l'ont dit, ils l'ont répété à des dizaines de fois, par tweet, par des déclarations par-ci, par-là, par des messages. Ils se sont armés considérablement. Ils se vantaient en disant, voilà, notre budget militaire dépasse largement le budget total de la République d'Arménie. Personne n'a porté attention à ces déclarations. Personne n'a pris au sérieux. Les experts nous expliquaient, oui, c'est pour des considérations. Voilà, pour l'opinion publique interne. Ne soyez pas inquiets. Aliyev le fait pour consolider son peuple. C'est normal. Très bien. Jusqu'au 1er avril, quand on a vu qu'il y a eu cette attaque en masse. Mais avant le 1er avril, quand même, depuis 2014, l'Azerbaïdjan, pratiquement tous les mois, il y a des commandos azéris qui passent la frontière entre le Karabakh et l'Azerbaïdjan avec des provocations. En 2014, l'Azerbaïdjan a abattu un hélicoptère Karabakhiot. En 2015, l'Azerbaïdjan, au mois d'août, a lancé une attaque d'envergure qui a causé des morts. C'était des signes. Personne n'a voulu prendre cela au sérieux. Et ça sera le cas certainement parce qu'il n'y a aucune raison, rien n'est fait aujourd'hui pour empêcher l'Azerbaïdjan de reprendre la guerre et finalement
de ne plus vouloir régler le problème par la force. Rien n'est fait, ni politiquement, ni militairement. La seule chose que nous pouvons faire militairement, c'est de nous armer davantage pour pouvoir résister à cette attaque imminente, je ne sais pas, mais qui viendra un jour ou l'autre et dont l'objectif sera de supprimer le Karabakh, supprimer la population du Karabakh. Et là, je me demande de quoi la communauté internationale va parler, de quoi la communauté internationale va discuter à partir du moment où le Karabakh n'existera plus, où le Karabakh, il n'y aura plus de population au Karabakh. À quoi serviront les négociations à ce moment-là? Wagner Tapetkian, sur ce même sujet et surtout sur l'action de la diplomatie arménienne pour justement prévenir comme vient de le dire Hovhannes Kevorkian, mais qu'est-ce qui est fait pour que d'autres attaques ne se perpétuent pas? Vous savez, à la différence de mes amis et camarades autour de cette table, je n'ai pas les mêmes limites de liberté d'expression. Et puis, ce n'est pas parce qu'on est amis et camarades qu'on est d'accord sur tout. Donc, si parfois je garde un peu le silence, ça ne veut surtout pas que je peux valider tout ce qui se dit autour de cette table. Et en tant que diplomate, justement, je dois me référer aux faits. Et les faits sont têtus, et les faits sont les suivants. L'Azerbaïdjan, depuis un moment, se trouve seul dans sa position dans les négociations. C'est-à-dire, quand je dis seul, c'est pas face au Karabakh ou face à l'Arménie. L'Azerbaïdjan, il est tout seul face à toute la communauté internationale. Le simple fait est que toute la communauté internationale dit une chose avec laquelle la position de l'Arménie est tout à fait en harmonie, et ce n'est que les positions de l'Azerbaïdjan qui sont contraires à ce que dit la communauté internationale. Et tout ce que dit la communauté internationale, c'est très simple. Il y a 3 principes et 6 éléments qui ont été en tout cas, jusqu'au 1er avril, sur la table de négociation. Est-ce que, oui ou non, toutes les parties au conflit sont d'accord d'aller de l'avant, de continuer les négociations en se basant sur ces 3 principes et les 6 éléments proposés par les co-présidents du groupe de Minsk et au plus haut niveau des États co-présidents du groupe de Minsk, c'est-à-dire la France, les États-Unis et la Russie. La partie arménienne, sachant que dans les contenus de ces négociations, il y a des choses avec lesquelles les parties arméniennes, les citoyens, les forces politiques ne sont pas forcément d'accord, et pourtant, c'est avec beaucoup de concessions que la partie arménienne participe à ces négociations. Absolument, c'est important de le dire. Absolument, aussi. c'est important de le dire, mais je termine la phrase. Le fait est que la partie arménienne, depuis un moment, dit qu'elle est d'accord d'aller de l'avant en se basant sur ces propositions faites par les pays co-présidents, le groupe de Minsk, et ce n'est que l'Azerbaïdjan, dont la communauté internationale et le groupe de Minsk, qui représente toute cette communauté internationale, attend toujours une réponse claire. Si oui ou non, Bakou est d'accord d'aller de l'avant en se basant sur ces propositions, la réponse tarde. L'autre fait que je voudrais souligner, c'est que les choses sont importantes et le moment sont importants aussi. Quand est-ce que s'est passé cette agression azérie militaire? Ça s'est passé à un moment où les présidents d'Arménie, d'Azerbaïdjan et les chefs des autres pays, y compris les pays du co-président, le groupe de Minsk, se trouvaient à Washington. Pour le sommet nucléaire. Pour le sommet nucléaire. L'autre fait évident est que l'Azerbaïdjan n'a pas voulu rencontrer les co-présidents du groupe de Minsk à Washington. Donc, si on essaie de juxtaposer ces faits, c'est pas cause et conséquence, mais la conclusion, pour moi en tout cas, est unique et seule. L'Azerbaïdjan a échoué les négociations. Dans les négociations, l'Azerbaïdjan avait entamé la guerre contre le Karabakh à une époque. L'Azerbaïdjan l'avait perdu cette guerre. L'Azerbaïdjan espérait de gagner la bataille diplomatique. L'Azerbaïdjan l'a perdue aussi. Donc, en entreprenant cette attaque, on peut imaginer que Bakou envisageait un programme minimal ou maximal et
il est tout à fait évident que Bakou n'a réussi d'avoir ni ses plans minimaux ni maximaux. Donc, l'Azerbaïdjan sur le plan militaire. Sur le plan militaire. Donc, échec militaire, échec diplomatique et encore une fois échec militaire, c'est la situation actuelle. Et pour répondre à votre question, Monsieur Kaprélian, effectivement, ce n'est pas la société arménienne dans sa totalité, ni les opinions de nos frères et sœurs dans le monde. Ce n'est pas tout le monde qui est d'accord sur ce qui est dit dans ces 3 principes et 6 éléments autour duquel il y a des négociations. Mais quand on dit mener des négociations en se basant là-dessus, ce n'est pas qu'on est tous émerveillés de ces propositions. Simplement, si vous voulez négocier, il faut qu'il y ait une base autour de quoi on mène les négociations. Donc même ça, l'Azerbaïdjan n'arrive pas à accepter de mener les négociations. Parce qu'à la fin des fins, la décision va être prise par la population du Haut-Karabakh. Parce que personne n'a la légitimité ni le droit moral de décider à la place du Karabakh, la guerre, le conflit étant entre le Karabakh et l'Azerbaïdjan. Arat Oranian, on l'a vu à chaque négociation à Kazan, à Sochi, Vakht Netanyahu vient de parler de ce sommet nucléaire à Washington, même si c'était pas le sujet, mais ils auraient pu se rencontrer. Mais en tout cas, on voit que certes, l'Azerbaïdjan fait face à la communauté internationale, mais pour le faire, il faut oser le faire, pas seulement avoir les moyens militaires, mais aussi des appuis diplomatiques. Sinon, on se lance pas dans ce genre d'aventure. Alors, qu'est-ce qui explique sur le plan international, dans la politique internationale, cette audace de l'Azerbaïdjan de faire face à tout le monde et d'aller de l'avant comme ça? Oui, moi je ne parlerai pas comme un diplomate et je regarde évidemment les choses d'un autre point de vue, sous un autre angle, en tant en particulier observateur de la vie politique arménienne et de la vie internationale, et puis en même temps en tant qu'acteur dans la communauté arménienne pour les droits du peuple arménien à la coprésidence du CCAF. Donc pour répondre à votre question, moi je crois qu'il est impossible de regarder ce qui s'est passé le 2 avril en le retirant du contexte effectivement international et en particulier de la question de la Turquie, d'Erdogan, de l'agressivité d'Erdogan par rapport au monde arménien qui s'est manifesté à plusieurs reprises et qui s'est notamment manifesté pendant les 4 jours de cette guerre avec des propos qui sont absolument invraisemblables. Je prends ceux de Davutoglu qui a dit que la Turquie soutiendrait l'Azerbaïdjan jusqu'au bout, jusqu'à l'apocalypse, un pays qui a quand même commis un génocide contre le peuple arménien et qui est jusqu'à aujourd'hui dans le déni de ce génocide, c'est-à-dire dans la continuation de ce génocide. On a quand même aussi une situation internationale avec une contradiction de plus en plus aiguë entre le monde turc, en tous les cas la Turquie, Ankara, Erdogan et la Russie. Je pense que ce qui s'est passé quelque part peut-être la réponse du berger à la bergère, les troupes russes, la Russie, Poutine soutenant en particulier le monde kurde en Turquie ou en Syrie contre Erdogan. Je pense qu'Erdogan a voulu à un moment donné actionner Aliyev pour déstabiliser ce Sud-Caucase et porter un coup, enfoncer un coin dans le dispositif poutinien dans la région. Et il me semble que il y a également cette dimension-là qu'il faut prendre en compte. Mais le vrai problème, c'est que vous avez des lignes de force qui sont celles d'un racisme anti-arménien et d'un hypernationalisme à la fois d'Ankara et de l'Azerbaïdjan, qui considère, il faut quand même le rappeler, former 2 États pour une même nation, pour un même peuple, et que ces pays-là, et en particulier la Turquie, se sont structurellement constitués sur l'élimination des Arméniens. Et on est là dans une situation qui dépasse largement la question d'un nationalisme agressé et d'un nationalisme agresseur qui serait celui de l'État turc, mais qui est véritablement celle d'une logique d'extermination génocidaire qui est en train de se mettre en œuvre. Et c'est une question qui renvoie vraiment
à nos principes, à nos valeurs en tant que civilisation des droits de l'homme. Je dirais également qu'il faut peut-être regarder cette question-là. Moi, je ne suis pas un adepte du conflit de civilisation, mais je ne peux pas ne pas prendre en compte la solidarité qu'a manifestée la conférence des États islamiques envers l'Azerbaïdjan, que tout cela s'inscrit quand même dans une espèce de marée montante d'un islamisme radical qui est généralisé, qui ne supporte pas la différence, l'uniformisation du monde musulman au Moyen-Orient, l'élimination des poches de résistance chrétienne. Et derrière ce conflit du Karabakh, il y a effectivement la question de la démocratie, du pluralisme, de l'altérité, du droit à la différence. Et dans cette vision-là, quand même, on ne peut pas considérer que le Haut-Karabakh constitue pour nos valeurs, je dirais même pas pour nos civilisations, mais en tous les cas déjà pour nos valeurs, pour notre système de valeurs, un verrou stratégique. Et si ce verrou stratégique saute, ça va avoir des conséquences terrifiantes à plein de points de vue. Et ça, il faut quand même que les démocraties occidentales en prennent compte. Alors, il y a une question très importante dont on parle aujourd'hui en Arménie beaucoup sur les réseaux sociaux, mais pas que. C'est la situation de l'armée arménienne. Peut-être qu'il y a quelques années, c'était un tabou. Aujourd'hui, ça ne l'est plus. Tout le monde en parle. Et même le président Sargsyan en Allemagne l'a évoqué en disant, peut-être maladroitement, que nous combattons avec des armes des années 80, alors que l'Azerbaïdjan a les armes les plus sophistiquées. C'était une manière de dire que c'est notre esprit de résistance qui prévaut dans ce combat au-delà des équipements et des armes. Mais en tout cas, cette question est lourdement et sérieusement posée en Arménie. Que faire? Vous l'avez dit au Van Kevorkian, il faut s'armer pour faire de la résistance. Mais quelle est la situation de cette armée aujourd'hui? Les gars sont parfaits, ils ont l'esprit combatif, mais il faut des équipements derrière. Où en sommes-nous dans cette vérité? Si vous permettez, je complète un peu la phrase prononcée par le président de la République. Il a rajouté, l'idée, encore une fois, je cite le président de la République, il a dit, l'Azerbaïdjan n'a pas compris que l'essentiel, ce n'est pas le nombre de chars. C'est-à-dire, il y a le côté moral. Le fait est que les soldats arméniens, les soldats du Karabakh, ils défendent leur maison. Et celui qui défend sa propre maison, il est plus fort. Sans doute, les équipements militaires et les armements sont militaires, mais force est de constater que, je vais vous révéler un très grand secret, l'Azerbaïdjan a beaucoup de pétrole et beaucoup de gaz. Et beaucoup d'argent. C'est son choix, au lieu de s'occuper de sa population et du bien-être du peuple azéri, qui est un peuple comme les autres peuples, et qui n'est pas du tout détesté par l'Arménie. Nous, on n'a aucun souci avec le peuple azerbaïdjanais. Mais en tout cas, c'est le choix des autorités actuelles de l'Azerbaïdjan de ne pas s'occuper du bien-être de sa population, mais plutôt de dépenser son argent pour acheter des armements. C'est un choix. Il l'a fait, il l'a essayé encore une fois, il a échoué encore une fois. Certes, dans les confrontations, comme dit notre peuple, ce n'est pas du miel qu'on partage au moment de la guerre, et on pleure tous la perte de nos soldats, qui étaient dans une difficulté militaire, parce que celui qui se défend et qui ne veut pas avancer, il subit des coups. Mais en tout cas, les dégâts que l'Azerbaïdjan a eus ont été suffisamment dissuasifs, en tout cas, je l'espère, en tout cas, la communauté internationale l'espère, ont été suffisamment dissuasifs pour que Bakou comprenne une chose. Il a beau d'acheter tous les armements du monde, mais quand un soldat ne peut pas se battre, il n'aura jamais la réussite. Moi, je suis d'accord pour faire le double constat, effectivement, qu'il y a un déséquilibre total entre le niveau d'armement de l'Arménie et celui de l'Azerbaïdjan, et d'ailleurs les chiffres le montrent, puisque le budget de l'armée de l'Azerbaïdjan est supérieur au budget total de l'Arménie. Donc à partir de ce constat-là, effectivement, on ne peut que comprendre les déclarations du président de la République d'Arménie, évidemment. Donc ce constat, il est fait, il est validé, on n'a pas besoin de connaître en détail les détails de l'armement des deux pays.
Voilà, il y a un État qui se surarme depuis des années, et puis il y a un État qui n'a pas les mêmes moyens, effectivement. Et donc aujourd'hui, la conclusion c'est que, et je l'ai dit dans mon préalable, la conclusion est que l'Azerbaïdjan est très 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 armé et que la grande offensive est à venir. Évidemment que le soldat arménien, le Kharabarti, l'Arménien sur le terrain, combat avec ses tripes, avec sa foi, avec son intelligence, avec sa volonté. Ça a été le cas d'ailleurs dans le premier mouvement de libération nationale de 1988 à 1994. On était déjà dans un déséquilibre total au niveau du rapport de force. Eh bien, les Arméniens agressés, les Arméniens à qui l'Azerbaïdjan avait déclaré la guerre, ont remporté cette guerre. Cette guerre qu'on leur avait imposée, ont remporté cette guerre. Donc ça, c'est clair. Il y a un déséquilibre total. Et je suis désolé, mais dans les situations d'aujourd'hui, on n'a pas forcément besoin d'envoyer des troupes au sol pour faire des dégâts à un moment donné. Même si le soldat azerbaïdjanais n'a pas envie de se battre, et je suis d'accord avec ce que dit Valak Atapakian, aujourd'hui, l'Azerbaïdjan dispose d'autres moyens que d'envoyer des troupes. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose sur laquelle je voudrais insister également, c'est la force diplomatique de l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan a déployé dans le monde entier une véritable force diplomatique sur le plan international. Vraiment, depuis des années, on le voit, on le sent sur le terrain, là où on est, partout dans le monde. Il y a une force de frappe diplomatique de l'Azerbaïdjan incroyable. Ils sont partout, dans tous les milieux. Ils sont dans tous les milieux. Ça ne veut pas dire qu'ils sont plus efficaces que nous, qui travaillons avec les moyens qui sont les nôtres. En tout cas, on les voit dans tous les milieux. Et on voit de quelle manière ils sont réactifs. On voit les moyens financiers également qu'ils sont capables de déployer. On voit également, et d'ailleurs ça commence à être souligné par l'ensemble des médias sur le plan international, que c'est effectivement la diplomatie de la corruption, mais ça peut porter ses fruits à un moment donné. Donc effectivement, il y a aussi cet aspect des choses sur lequel il faut revenir, et on l'a bien vu dans l'émission de France 24, dans le débat face à face avec l'ambassadeur d'Azerbaïdjan, qu'il y a une volonté de l'Azerbaïdjan d'être dans les médias également fortement. Donc il y a aujourd'hui une force de frappe médiatique, diplomatique, de relations publiques, politiques, etc. Et l'Azerbaïdjan nous suit pas à pas. Alors, nous organisons une manifestation devant l'ambassade d'Azerbaïdjan. Ils organisent le même jour, à la même heure, une manifestation devant l'ambassade d'Arménie, par exemple. Nous organisons un appel de parlementaires que nous publions, nous, dans Libération. D'accord ? Eux, ils organisent un appel de parlementaires qu'ils publient dans le Huffington Post. Ils nous suivent pas à pas, d'accord, pour essayer de faire exactement la même chose que les militants arméniens. Alors, avant de donner la parole à Valak Atapakian, une question sur la diplomatie arménienne, puisque vous avez évoqué la diplomatie azerbaïdjanaise. On sait, il y a beaucoup d'argent, et avec l'argent, on peut faire beaucoup de choses. Par contre, il y a l'action sur le terrain, il y a l'action militante des organisations, mais qu'en est-il de l'action du ministère des Affaires étrangères arménien ? Est-ce que vous allez certainement pas nous révéler des secrets sur la coopération qu'il y a, sur ce que fait ? En tout cas, votre appréciation, est-ce qu'on peut être beaucoup ou mieux mobilisé au niveau de l'État arménien ? Moi, je peux parler au niveau avec Ajat Oranian, par exemple, on est sur le terrain depuis longtemps. Je sais que dans les autres pays du monde, la diaspora est très mobilisée. Et on l'a vu d'ailleurs, là, sur cette affaire de Rajapaksa, toute la diaspora a réagi. En Arménie, tout le monde a réagi. Et en fait, la diaspora se positionne comme un peu la diplomatie officieuse de l'Arménie depuis des dizaines et des dizaines d'années. Mais la diplomatie officielle, Ajat Oranian. Non, moi je suis pas du tout habilité pour parler au nom de la diplomatie de l'Arménie. L'Arménie est un État qui a sa diplomatie, etc. Moi je suis pas non plus, je sais pas si on peut parler de diplomatie officielle. Nous on est dans la lutte ou officieuse. Moi je sais que je suis je suis militant des droits de l'homme, militant des libertés démocratiques. Je me bats aussi pour les libertés partout. Des fois quand il y a également des problèmes en Arménie, mais là qui n'ont strictement aucun rapport à quelque niveau que ce soit avec ce qui se passe en Azerbaïdjan, mais là on est dans un autre
type de configuration, me semble-t-il. En tout cas, pour corroborer ce que vient de dire Mourad, il y a quand même un vieux dicton qui dit que le nerf de la guerre, c'est l'argent. Or, effectivement, l'Azerbaïdjan dispose de l'argent, et il y a une époque où, à la guerre, à un moment donné, eh bien, quels que soient les moyens, on voyait son ennemi de près. Or, dans les guerres modernes, ce qu'on est en train de voir, c'est qu'on ne voit plus son ennemi de près. Et il faut vraiment s'interroger aujourd'hui sur la question des moyens face à des armes hyper sophistiquées qui livrent nos combattants, nos jeunes, à des luttes inégales. Et là, on ne peut pas interpeller le monde civilisé, les démocraties, sur cette guerre inégale qui est en train de se mener, avec à la clé l'argent du pétrole, l'argent de la corruption. Et c'est là aussi, ça renvoie à ce que je disais tout à l'heure en ce qui concernait le verrou stratégique du Karabakh par rapport non seulement à une question civilisationnelle, mais également du point de vue politique par rapport à nos valeurs. Et là, on ne peut plus, à un moment donné, faire la politique de l'autruche, faire semblant de ne pas voir, se promener dans les couloirs du Quai d'Orsay avec une vision cynique et bureaucratique et conservatrice de la question. Ce qui est en train de se jouer est actuellement très très grave. Et ce que je peux vous dire, c'est que l'ensemble de la communauté arménienne est mobilisée debout par rapport à cette question et qu'elle demandera des comptes, y compris à la France. Moi, je vous le dis, en tant que coprésident du CCAF, on n'accepte pas, en particulier, que les autorités françaises aient vendu un satellite avec une précision de 1,5 m au sol à l'Azerbaïdjan, un satellite dont on ne sait pas quelles sont les conséquences aujourd'hui sur le terrain, s'il a servi ou pas à tuer nos jeunes de 20 ans. Or, des jeunes, on ne peut plus se permettre d'en perdre aujourd'hui, et on interpelle et on prend directement en responsabilité les autorités françaises par rapport à ce type de questions. On ne peut plus nous endormir, on ne sera pas endormi. Et on est à 1 an de la présidentielle, et on fera tous les comptes le moment venu. Vakhnat Apekian, vous voulez intervenir sur l'action aussi diplomatique? Oui, je voulais intervenir et merci de me donner cette possibilité de répondre à la question à laquelle je suis le mieux placé pour répondre, c'est-à-dire la diplomatie arménienne. Et j'appellerai mes interlocuteurs de ne pas confondre diplomatie officielle, diplomatie de corruption, diplomatie de caviar. La diplomatie officielle de l'Arménie est celle qui est exprimée à travers les propos et les actions du président de la République d'Arménie, de son ministre des Affaires étrangères et de ses ambassadeurs accrédités dans le monde. Et ce n'est pas toujours que cette diplomatie peut correspondre avec les opinions exprimées par nos confrères et consoeurs de la diaspora dans le monde entier. Et particulièrement en France, et c'est tant mieux, et je saisis l'occasion qui m'est donnée parce que je sais qu'il y a beaucoup d'auditeurs français aussi, qui par ailleurs nous envoient des courriers, qui nous interpellent aussi. Et je voudrais dire en toute clarté, dans le style de fonctionnement des ambassades arméniennes dans le monde entier, n'entre pas le téléguidage de ces soi-disant communautés, mot que je n'accepte pas particulièrement en France. Je peux le confirmer. Ben, exactement. Oui, d'autant plus vous êtes bien placé pour le confirmer, parce que l'émission à laquelle vous avez fait allusion, le débat sur France 24, justement, on a reçu à l'ambassadeur d'Azerbaïdjan. Exactement, on a reçu beaucoup de courriers à cet égard où les gens nous posaient la question pourquoi l'ambassadeur d'Arménie n'y était pas, qui trouvait un peu bizarre cette configuration. Je peux dire à vos auditeurs et encore une fois à tous ceux qui nous ont interpellés sur cette question par des mails ou par des coups de téléphone, la vérité est simple. L'ambassadeur d'Azerbaïdjan, à travers France 24, a souhaité un débat avec l'ambassadeur d'Arménie, et qui a été très clair dans sa prise de position. Et cette prise d'opposition a été exprimée, ce n'est pas un secret, à la rédaction de France 24, en disant que, d'abord, l'Arménie considère que la France
particulièrement la France dans une situation d'urgence, d'état d'urgence, ne doit pas devenir le terrain d'un combat de style de propagande anti-arménien auquel Bakou nous a habitués un tout petit peu. Et puis, deuxièmement, comme la confrontation, le conflit est entre l'Azerbaïdjan et le Haut-Karabakh, si l'ambassadeur d'Azerbaïdjan veut discuter sincèrement, il n'a qu'à se mettre autour d'une même table avec les représentants du Haut-Karabakh, y compris en France. La France est un pays démocratique, il peut y avoir des débats libres, et s'il y a une volonté sincère de la part des diplomates azéris de discuter quelque chose pour aboutir à quelque chose, pour donner un résultat, et pas faire juste de la propagande pure dans le style de l'époque soviétique. Vous savez très bien que c'est pas le cas, et c'est pas leur intention. Je veux dire, vous savez qu'ils sont là pour faire de la propagande, pour apporter leur message, et non pas pour illuminer l'opinion publique française sur la vérité sur le Haut-Karabakh. Justement, je parlais au début de la diplomatie officielle. On a l'image réelle de la diplomatie officielle de l'Azerbaïdjan qui n'en est pas une en réalité. Il s'agit d'une propagande pure et simple dans le style du KGB soviétique auquel ils sont habitués. Et nous, en tout cas, l'ambassadeur d'Arménie l'a exprimé haut et fort, on n'a pas l'intention d'entrer sur ce terrain, particulièrement en France. S'ils veulent débattre, qu'ils débattent avec le reste. Alors, une autre question concernant la diplomatie arménienne. Je pense que sur cette question, il y a quand même, on peut quand même s'exprimer. Allez, on va parler de la diplomatie. C'est-à-dire que c'est important. Je crois que surtout quand on a raison, et on a raison, de pas refuser le débat. Quand on a raison, surtout, ne pas refuser le débat. À un moment donné, l'ambassadeur d'Azerbaïdjan fait le tour des médias, des rédactions. Il faut lui porter la contradiction. Il faut lui porter la contradiction, quel que soit le format. D'ailleurs, il y a eu des présences sans débat. Quel que soit le format. Ça aurait pu être l'ambassadeur d'Arménie, ça aurait pu être l'ambassadeur du Haut-Karabakh. Il se trouve que ça a été un des coprésidents du CCF. Et je crois qu'on a bien fait d'accepter effectivement cette confrontation démocratique. C'est important d'éclairer l'opinion publique et puis également que le monde arménien sente on a la capacité de porter la contradiction politique en diaspora face à ceux qui nous font la guerre sur le terrain et d'alerter effectivement l'opinion publique sur le vrai visage de l'Azerbaïdjan. Donc je crois que ça c'est important, ne jamais refuser le débat parce que nous sommes en démocratie et qu'à un moment donné, même si le format peut ne pas être parfait, allons-y, nous avons raison, débattons et gagnons les débats. On est parfaitement d'accord, monsieur le co-président du CCF, vous êtes certes d'origine arménienne, mais vous êtes français, bien sûr. Vous êtes dans un pays démocratique et vous avez votre plein droit d'exprimer votre opinion avec la personne de votre choix. Et le fait que l'ambassadeur d'Azerbaïdjan vous traite d'ennemi numéro 1 de Bakou, vous personnellement ainsi que les représentants français d'origine arménienne et le soi-disant lobby arménien dans le monde, en dit long sur ce débat, et ça démontre encore une fois qu'entre nous, il peut y avoir des désaccords, mais qu'encore une fois, ce n'est pas notre style de téléguider ou faire des choses derrière le dos de quelqu'un. C'est tant mieux, vous êtes libre, et c'est notre fierté à nous tous, c'est notre richesse à nous tous. Alors revenons à l'action diplomatique qui est très importante, parce que sur le terrain, c'est l'armée, et puis l'autre armée, c'est les ambassadeurs et le ministre des Affaires étrangères. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? D'abord, on a parlé tout à l'heure du fait de comment faire de la prévention sur une nouvelle reprise dont personne n'a besoin aujourd'hui. Mais deuxièmement, suite à cette situation, à cette guerre, comment aussi bénéficier de ce malheur pour que le Haut-Karabakh revienne à la table des négociations, pour que certains pays, comme par exemple, au Parlement européen ou ailleurs, les parlementaires français se sont mobilisés sur une question très importante, primordiale, la reconnaissance de l'indépendance du Haut-Karabakh. Voilà un sujet très important. Évidemment, les négociations ne sont pas terminées pour passer à cette étape, mais en tout cas, qu'en est-il des efforts de la diplomatie? On a entendu parler ici et là que la Chine pourrait, je ne sais pas si c'est vrai ou faux, mais en tout cas, il y a des discussions, le ministre des Affaires étrangères est parti aussi en Chine. Qu'en est-il des possibilités de reconnaissance de l'indépendance du Haut-Karabakh, Hovhannes Kevorkian?
Vous savez que la diplomatie karabakhiate aujourd'hui est quasi exclue des rencontres qui sont organisées sous l'égide du groupe de Minsk, de la coprésidente du groupe de Minsk. Il est vrai que les coprésidents, quand ils effectuent cette diplomatie, ce qu'on appelle diplomatie des navettes, se rendent à la fois à Yerevan, à Bakou, mais aussi à Stepanakert, mais cela ne suffit pas. Cela ne suffit pas parce que, une fois encore, le Haut-Karabakh, la population du Haut-Karabakh est premier concernée de ce conflit. Et il n'est plus possible de discuter du destin de cette population sans prendre en considération la vie de cette population. Et dès le départ, voyez-vous, ce n'est plus possible de dire on va discuter, on va arriver à un accord, et à partir du moment où on va arriver à un accord, parce que c'est ce que nous disent aujourd'hui les coprésidents, à peu près, à partir du moment où on va arriver à un accord sur la base des négociations, il n'est pas exclu que les Karabakhiates viennent s'associer au débat, aux négociations. D'accord, mais il y a un petit mais, c'est que on le voit, et c'est extrêmement visible, c'est extrêmement manifeste, c'est que l'Azerbaïdjan fait tout pour ne pas négocier ou pour ne pas avancer des négociations. On l'a vu depuis maintenant 22 ans, on la voit avec cet épisode de guerre, et l'Azerbaïdjan continuera à le faire. À partir du moment où l'Azerbaïdjan ne veut pas négocier pour arriver à une solution négociée pacifique, donc on peut aisément comprendre que l'objectif de l'Azerbaïdjan est aussi, ce n'est pas à exclure, c'est de régler le problème par l'élimination physique pure et simple de la population du Karabakh. À partir du moment où la population du Karabakh sera éliminée physiquement ou chassée du Karabakh, la population arménienne, le problème pour Bakou sera réglé. Voyez-vous? Et à partir de ce moment-là, il n'y aura plus besoin de négociations pour Bakou. Les autorités ne le cachent pas. Or, reconnaissance de la République du Karabakh n'est pas une punition, n'est pas une sanction contre l'Azerbaïdjan. C'est un élément qui peut être tout simplement un rempart contre cette volonté azerbaïdjanaise, une sorte de reconnaissance, voyez-vous, contre cette volonté azerbaïdjanaise de supprimer cette population. Si on est sur cette même longueur d'onde, si on veut empêcher que l'Azerbaïdjan ait la possibilité libre dans ses arguments de dire ce sont mes territoires, donc j'ai le droit d'y aller quand je veux, comme je veux, récupérer par la force, par la même occasion de supprimer qui je veux, qui vit sur place. Donc j'ai ce droit. Si on veut que l'Azerbaïdjan ne puisse pas le dire, il faut reconnaître un statut au Karabakh. Ce statut peut être intérimaire, ce statut peut être définitif, mais ça sera une solution, en tout cas une partie de solution pour empêcher l'Azerbaïdjan à avoir l'envie et ensuite nous expliquer très clairement qu'il avait le droit aussi de faire ce qu'il souhaite au Karabakh. C'était aussi peut-être le message porté par les 30 parlementaires français au président de la République pour dire que s'il y a reprise, eh bien, le rempart, c'est la reconnaissance. Vous savez, il faut distinguer deux choses. On peut distinguer une reconnaissance d'un statut politique. Mais là, ça va au-delà de statut politique. L'Azerbaïdjan ne reconnaît même pas l'existence du Karabakh. Vous voyez, l'Azerbaïdjan ne parle pas à ses représentants. Ne parle pas. Comme si le Karabakh n'existait pas. Comme si le Karabakh était un territoire, un objet vide. Et donc, on parle avec tout le monde, sauf avec le Karabakh. Donc, nier l'existence, pas le statut politique de quelque chose, mais l'existence, cela facilite l'argumentaire de l'Azerbaïdjan pour dire, voilà, j'ai le droit d'aller faire ce que je veux parce que cette population n'existe pas, cette population n'est pas visible, cette population n'a pas le droit puisqu'elle n'est pas visible. Or, comment protéger, comment défendre les droits d'une population que l'Azerbaïdjan coûte que coûte rend invisible avec toute cette stratégie qu'il a mis en place depuis 22 ans? Alors, et pourtant, on peut ajouter que c'est le Karabakh qui est co-signataire du traité de cessez-le-feu. Vakht Atapian, je vais vous donner la parole, mais je dois signaler à nos auditeurs d'abord qu'ils peuvent participer à cette émission, poser leurs questions aux représentants du CCAF, les deux coprésidents, aux représentants de l'ambassade d'Arménie en France et à l'ambassadeur de la République du Haut-Karabakh en France. Notre numéro 01 43 53 20 74. 01
43 53 20 74. La parole est à vous. Monsieur Gevorkian parlait justement du statut, ne serait-ce qu'intermédiaire à l'étape actuelle du Haut-Karabakh. Là, c'est justement là le fondement du problème, le statut du Haut-Karabakh. Et en gros, les négociations sont menées pour aboutir à définir le statut du Haut-Karabakh. Quel sera ce statut? C'est ça pour nous le but des négociations. Et dans ce chemin, on est prêt à négocier d'autres points pour arriver à un pays. Donc l'Arménie négocie pour un résultat et pas pour négociation pour un processus de négociation. Ça, c'est encore une fois un style dont la Turquie nous a habitués et que l'Azerbaïdjan mène avec plus ou moins d'habileté. Mais encore une fois, juste posons les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Fin mars, au sommet de Washington, l'Azerbaïdjan refuse de rencontrer le co-président du groupe de Minsk. 1er avril, dans la nuit, l'Azerbaïdjan entreprend une attaque militaire. 2 avril, en tant que diplomate accrédité en France, je suis bien placé pour vous parler d'une conversation téléphonique entre le ministre arménien des Affaires étrangères avec son homologue français. Tout de suite, il y a un communiqué de presse de la part du Quai d'Orsay, et dans la soirée, il y a la déclaration du président de la République française sur ce sujet. Que se passe-t-il ensuite? Comme je vous disais tout à l'heure, échec militaire au départ, il y a une bonne vingtaine d'années de la part de Bakou. Échec. Négociation. Échec de Bakou. Tentative de renforcer ses positions par moyens militaires dans les négociations et encore une fois échec. Et le dernier fait que je voulais souligner, juste pour réflexion de nos auditeurs, qu'est-ce qui se passe? L'Azerbaïdjan, qui avait refusé de rencontrer les co-présidents du groupe de Minsk, est obligé de les recevoir directement. Dans la diplomatie, le côté protocolaire a une signification aussi. Ce n'est pas à Yerevan que les co-présidents sont arrivés d'abord. Ce n'est pas à Stepanakert. Ils se sont rendus à Bakou. Ça veut dire ce que ça veut dire. Et encore un sujet de réflexion sur un terrain tout à fait différent. Et ils devaient terminer leur voyage par un retour sur Bakou. Exactement. Après Stepanakert et Yerevan. Exactement. Et ça veut dire que Bakou va être obligé de retourner à la table des négociations, et il l'est désormais. Je ne peux pas dire quelles sont les positions officielles de la diplomatie actuelle, parce que quand même, cette guerre de 4 jours a eu lieu, et peut-être que rien ne sera comme avant. En tout cas, faisons une réflexion. Et dernier sujet de réflexion, avez-vous remarqué que il n'y a aucun reportage médiatique du côté de l'Azerbaïdjan? Toutes les publications, tous les reportages sur ce sujet se sont faits du côté du Haut-Karabakh, du terrain du Haut-Karabakh. Qu'est-ce que Bakou cacherait aux journalistes? C'est une question quasiment rhétorique que je laisserai planer un peu. Vous voulez dire que les journalistes occidentaux ont pu se rendre au Haut-Karabakh, aller sur la ligne de front, donc, mais de l'autre côté, il n'y a pas eu de journalistes occidentaux qui soient capables de franchir et d'arriver à ce... Le fait est qu'il n'y a aucun reportage du côté de l'Azerbaïdjan qui a initié des activités militaires. La question que je me pose, pourquoi? C'est un constat, tout simplement. Moi non plus, je ne connais pas les raisons. Peut-être les journalistes eux-mêmes ne veulent pas se rendre en Azerbaïdjan. Peut-être ils savent pertinemment qu'une fois en Azerbaïdjan, ils seront surveillés, ils seront contrôlés, comme ça s'est passé dans le passé, à avec plusieurs les reprises. De France 2 aussi. Oui, bien sûr. Peut-être c'est une sorte d'autocensure que les journalistes s'imposent parce qu'ils savent pertinemment que l'Azerbaïdjan est une dictature. Mais en tout cas, c'est vrai que ce constat est curieux. Pourquoi, du côté azerbaïdjanais, il n'y a pas de journaliste qui fait des reportages sur la même zone? Alors, nous avons un auditeur en ligne. Allô, bonjour. Allô. Oui, bonjour. Bonjour, la parole est à vous. Oui, merci. Bonjour à vous tous et merci pour cette émission. Et ce qui est une émission malheureusement très intéressante et enrichissante par son apport
de problèmes et de malheurs, mais par rapport à ça, donc j'ai quelques interrogations et quelques interventions à formuler. Moi-même, je suis, comment dirais-je, d'une famille qui a perdu une bonne partie de ses membres il y a une centaine d'années. Depuis, bien entendu, on est en train de militer et de essayer de faire valoir notre cause. Mais dans l'immédiat, pour arriver à comment dirais-je, dans ce débat, j'aimerais apporter une interrogation, à savoir, bien entendu, je pense que nos instances arméniennes, donc l'État arménien, est quand même et au fait des problèmes géopolitiques internationaux. Et effectivement, ce problème pourrait éventuellement être résolu par les Azéris en associant cette optique. Et nous, Arméniens, je ne pense pas être au fait d'être préparés au niveau des problèmes géopolitiques pour faire valoir aussi notre problème à nous. Alors, à ce niveau-là, j'aimerais aussi interroger, à savoir, est-ce que nous avons mis au point un calendrier ou des interrogations pour que l'Arménie puisse rapidement arriver au niveau international à s'imposer par son apport, parce que effectivement on a le problème et le bonheur d'être obligé d'habiter avec nos semblables sur cette terre, et il faudrait aussi qu'on puisse être capable de dire voilà. Alors, nous, les Arméniens, concrètement, voilà. Quel est l'apport votre question, c'est par rapport quel apport l'Arménie peut avoir pour s'imposer dans le monde, c'est ça? Pas aujourd'hui. Est-ce qu'il y a des choses qui sont mises en place pour que l'Arménie puisse avoir une force non militaire? Parce qu'aujourd'hui, la force militaire de l'Arménie, je ne pense pas que ce soit l'apport numéro 1 de l'Arménie contre qui que ce soit, mais sont peut-être sa force économique ou un apport autre. Très bien. Voilà. La question est, je pense, assez claire. Comment faire que l'Arménie puisse s'imposer dans ce monde tout en ayant ses petits moyens, peut-être petits pays encerclés, etc. Que faire pour s'en sortir? C'est un peu ça la question. Vous savez, la question qui a été posée a touché les événements d'il y a 100 ans. Il y a effectivement beaucoup de parallèles avec tout ce qui s'est passé il y a 100 ans, lorsque devant le regard indifférent, on dirait indifférent, du monde entier, il y a eu 1,5 million d'Arméniens qui ont été massacrés par le gouvernement jeune turc de l'époque. Ce n'était pas un silence total, parce que justement il y avait des intellectuels français qui lançaient des appels de soutien, et on ne remerciera jamais la France qui par la suite a accueilli à bras ouverts nos confrères et consoeurs rescapés du génocide. Pourquoi j'en parle? Parce qu'il y a quand même une différence fondamentale, même si les configurations sont les mêmes, les bourreaux sont presque les mêmes et les attitudes sont presque les mêmes. Il y a une différence que je trouve fondamentale. À l'époque, il n'y avait pas justement l'existence des personnes d'origine arménienne dans le monde. C'est un malheur, ça nous est arrivé. La présence ici, même en France, si nombreuse des Français d'origine arménienne, plus d'un demi-million, c'est la conséquence directe du génocide perpétré par l'Empire ottoman de l'époque. Et cette force-là, il ne faut jamais la sous-estimer. Et je saisis cette occasion pour rassurer un peu nos auditeurs et la personne qui vient de poser la question. Je saisis l'occasion pour remercier pour tout ce qui fait le CCAF, notamment en France,
pour tout ce qui est fait dans cet élan d'arménité profonde. Et même si on n'est pas d'accord sur tout, mais sur un point, on est d'accord, et Mourad Papazian l'a souligné, le Rarabar, la guerre sainte dont le Rarabar est la traduction exemplaire aujourd'hui, c'est la prunelle des yeux de tous les Arméniens dans le monde. Nous prenons un autre appel. Allô ? Oui. Oui, bonjour. Bonjour. Nous vous écoutons, madame. Oui, merci pour l'organisation de l'émission ce matin. Alors qu'il est annoncé une centaine de victimes au Karabakh suite à l'agression de l'Azerbaïdjan début avril, nous devons comprendre que chaque victime signifie des pertes à puissance plus, considérant la valeur nationale de ces victimes au Karabakh. Cela signifie, il est évident, que les dommages aux habitations et autres matériels, cette situation nous amène naturellement au devoir de solidarité, qui implique le devoir de participation financière. C'est pourquoi nous devons répondre impérativement à l'appel des associations qui interviennent toujours utilement. Par ailleurs, permettez-moi une question. Nous entendons la mise en examen d'Arat Oranian et de M. Rochebloine. Qu'en est-il ? Chacun de nous est concerné. Comment réagir utilement ? Et à la veille du 24 avril prochain, toutes ces questions prennent une dimension naturellement importante. Merci de bien me répondre. Merci madame pour votre appel. Alors, certes, on l'a dit la semaine dernière tout au long de ce spécial carte sur table dédié au conflit du Rarapar qu'il faut aider financièrement. Il y a des associations comme le Fonds arménien de France, la Croix-Bleue des Arméniens de France, Chaîne, mais aussi directement le gouvernement de la République du Haut-Rarapar qui sur son site a lancé un appel à tous les Arméniens. Il y a de l'argent qui afflue au Rarapar, peut-être pas assez vu les circonstances, mais voilà, ça se fait. Deuxième question, c'est à la Toragnan, ça vous concerne car certes cette semaine vous avez été, je me trompe pas, mis en examen. Oui. J'ai été convoqué par ainsi que François Rochebois. Ainsi que François Rochebois, nous avons été convoqués à 1 heure d'intervalle jeudi par un juge d'instruction à Nanterre, qui, selon une procédure qui est quasiment automatique, et d'ailleurs c'était bien le but recherché par l'Azerbaïdjan, nous a mis en examen pour diffamation envers l'Azerbaïdjan, l'Azerbaïdjan ayant déposé une plainte par rapport contre un communiqué de François Rocheboine, rédigé et publié en septembre 2015, et dans lequel il disait que l'Azerbaïdjan se comporte comme un État terroriste. Ce communiqué, qui est celui d'un élu centriste de la République, député fort respectable, nous l'avons bien entendu publié sur Armé News, et c'est à ce titre qu'on a été convoqué et mis en examen. Là, on a affaire, dans cette situation, à une espèce de dysfonctionnement démocratique qui fait qu'un État comme l'Azerbaïdjan, qui est classé 162e sur 180 États au classement de Reporters sans frontières sur la liberté de la presse, non seulement met en prison ses propres journalistes, non seulement réprime la liberté de la presse comme peu d'États le font, mais prétend même, dans un État démocratique comme la France, poursuivre des journalistes, ce qui est mon cas aujourd'hui, comme c'est le cas de journalistes de Cache Investigation. C'est un scandale, c'est une honte que la législation française n'ait pas trouvé une parade par rapport à ce type d'intervention qui est récent. À ma connaissance, il y a 2 États simplement qui ont utilisé ce type de plainte, c'est le Qatar et c'est l'Azerbaïdjan. Et on se retrouve dans une situation ubuesque où, pour avoir publié un communiqué d'un député centriste, on se retrouve mis en examen, convoqué chez un juge d'instruction, retrouvé au milieu de délinquants, etc. Donc c'est une humiliation, et bien sûr c'est fait à dessein par l'Azerbaïdjan, mais ça il faudra demander des comptes.
Il faudra demander des comptes parce que c'est insupportable. Et d'ailleurs, François Rocheboine a rédigé un très beau communiqué sur cette situation en disant qu'il ne voulait pas à dessein utiliser son immunité parlementaire pour protester contre cette agression parce qu'il veut aller jusqu'au bout et on va démonter, bien entendu, le jeu qu'est en train de jouer l'Azerbaïdjan, qu'il le fait bien sûr à des fins propagandistes à usage interne pour pouvoir dire que grâce à lui, des gens comme le coprésident du CCAF en France sont mis en examen pour diffamation. C'est une manœuvre à son égard. C'est une manœuvre évidemment grossière qui ne trompe personne, mais qu'il faudra, au niveau de la législation française et de la bataille juridique qui va s'engager sur cette question dès maintenant, dénoncer et faire en sorte qu'on y trouve des parades, parce que ça peut aussi, ce genre de procédure, changer la manière dont les journalistes pourront demain exercer leur métier sur quelque sujet que ce soit. Si on ne peut être demain pour n'importe quel sujet, parce qu'on a publié un communiqué, être poursuivi par je ne sais quel État dictatorial ou je ne sais quelle république bananière de la planète, ça va changer notre manière de faire notre métier. Et il n'est pas question que la presse française se mette au diapason et cède aux manœuvres et aux injonctions de ce type d'un État dictatorial comme l'Azerbaïdjan. Alors, nous sommes nous-mêmes confrontés à la radio, à IPFM, à ce genre de problème parce que, effectivement, nous avons des positions très claires, nous faisons notre travail de journaliste et on rapporte aussi ce que des personnes comme François Rocheboine disent, comme il disait il y a une semaine qu'il y a des parlementaires achetés dans cette république par l'Azerbaïdjan. Nous rapportons tous ces propos-là et pour lesquels nous prenons aussi nos responsabilités. Je voulais juste témoigner pas en tant que diplomate arménien, mais en tant que citoyen d'Arménie qui vit en voisinage avec l'Azerbaïdjan. Rassurez-vous, chers amis, ils n'ont pas l'habitude d'être confrontés à une parole libre. Si vous étiez au Karabakh, bien sûr qu'ils voudraient vous anéantir. Ils emprisonnent les gens chez eux qui osent prononcer une phrase avec lequel le clan Aliyev n'est pas d'accord. Donc c'est un style de comportement. Calmez-vous s'il vous plaît. Ne prenez pas ça au sérieux. Ce que je voudrais juste dire, juste une seconde pour compléter. Après, j'arrête. Simplement, je crois que le parquet est quand même en difficulté sur cette affaire, et je peux vous dire que la juge d'instruction a été extrêmement gênée de la procédure qu'elle a été obligée d'appliquer, parce que quand il y a une plainte en diffamation, ça se traduit automatiquement par une mise en examen. Moi, je voudrais au contraire qu'on prenne tout ça très au sérieux. Au contraire, qu'on prenne tout ça très au sérieux. Et je voudrais exprimer ma solidarité, mon soutien entier à Arat Oranian, avec lequel je co-préside le CCF depuis quelques années déjà. Et je dois dire que cette procédure, qui est une procédure légale, est moralement inadmissible. Et Arat bénéficiera évidemment de tout notre soutien, de tout le soutien de la communauté, avec François Rocheboine également, parce que, au-delà de ce cas-là, je le disais tout à l'heure, ça souligne l'ultra-présence de l'Azerbaïdjan sur tous les fronts, médiatiques, relations publiques, politiques, parlementaires, juridiques, etc. Ils nous scannent, ils suivent exactement tout ce que nous faisons. Évidemment qu'ils écoutent cette émission-là encore aujourd'hui. Ils nous scannent. Donc il faut que nous soyons encore plus actifs, encore plus mobilisés. Et vous l'avez souligné tout à l'heure, le 24 avril arrive, c'est dimanche prochain. On va en parler dans 2 minutes. C'est dimanche prochain. C'est l'occasion de faire la démonstration de force démocratique que nous devons faire le 24 avril à l'occasion du 101e anniversaire du génocide arménien, pour démontrer premièrement que rien ne s'est arrêté avec le 100e anniversaire du génocide arménien, mais que le combat continue pour la cause arménienne et que nous sommes ultra mobilisés sur cette question tant qu'effectivement la Turquie n'aura pas reconnu le génocide arménien et n'aura pas fait acte de réparation, mais également évidemment que le 24 avril 2016 sera placé également sous le signe du soutien total, entier, plein du monde arménien au Karabakh. Évidemment, ça va être aussi un des mots d'ordre majeurs du 24 avril cette année, parce que nous devons nous-mêmes, et je le disais tout à l'heure, même si effectivement il n'y a aucun téléguidage entre l'État arménien et la diaspora, en revanche,
tous les Arméniens sont sur cette question mobilisés de la même manière, dans le même sens, en soutien au peuple du Haut-Karabakh, et nous ne pouvons pas accepter que l'Azerbaïdjan exporte ses pratiques dictatoriales, autoritaires à l'extérieur, et en particulier en France. Donc je veux dire que ce qui se produit aujourd'hui, même si effectivement le parquet est gêné, la juge d'instruction gênée, effectivement, et on le sera à moins de la procédure qui frappe aujourd'hui François Rochebloine, demain Vartan, ça peut être vous, ça peut être France-Arménie, ça peut être tout le monde. Faut arrêter tout ça. Donc à un moment donné, il faut le dénoncer, le prendre très très au sérieux, très au sérieux, le dénoncer fortement, d'accord, dénoncer nous-mêmes, suivre pas à pas. Je pense que l'ambassade d'Arménie peut-être a envoyé une lettre au Quai d'Orsay. C'est étonnant de voir pourquoi un Français d'origine arménienne, dans un débat face à l'ambassade d'Azerbaïdjan, a été traité d'ennemi de l'Azerbaïdjan, par exemple. Ça, nous ne le faisons pas. Eux, ils l'auraient fait. D'accord. Donc il faut que nous soyons mobilisés, vigilants, rigoureux. Et notre force, tout à l'heure, Vartan Gabrielian, à votre réponse, quelle est notre force? Une de nos forces majeures, c'est que nous sommes des citoyens de chacun des pays du monde, et que lorsqu'il y a des injustices à dénoncer, nous les dénonçons en tant que citoyens français, américains, canadiens, argentins, etc. Voilà, ça c'est notre force. Alors nous terminerons cette émission par, évidemment, on va parler des préparatifs du 24 avril, de l'organisation, pour appeler nos auditeurs à participer, vous l'avez dit massivement, mais avant de parler du 24 avril, 2 derniers appels de nos auditeurs, et nous terminerons ensuite cette émission sur le 24 avril. Allô ? Allô, bonjour, c'est moi qui avais posé la première question, mais malheureusement je suis obligé, je vais reposer cette question peut-être autrement, et en rebondissant sur ce qui a été dit tout de suite. Effectivement, ce qui a été dit, c'est la preuve encore une fois qu'il y a une force extrêmement importante. C'est pas seulement l'Azerbaïdjan. L'Azerbaïdjan jouit aujourd'hui d'un soutien très important par sa situation géopolitique, par son apport énergétique, et de plus, si éventuellement le canal mer Caspienne Golfe Persique se réalise, ça sera encore mieux pour l'Azerbaïdjan. Et moi, étant d'origine française, étant descendant de mes origines où je m'enorgueillis avoir eu un roi de France, donc je me considère encore plus français dans ces conditions. Je voudrais ne pas, m'écarter de notre problème réel, c'est-à-dire du concret, parce que c'est ce que l'Azerbaïdjan est en train d'essayer de faire comme la Turquie, c'est-à-dire poser des questions pour nous emmener sur un autre terrain qui n'est pas exactement le fait. Alors pour cela, comme l'Arménie n'a pas d'énergie, comme l'Arménie n'est pas un pays riche, quel est l'apport de l'Arménie au niveau international qui a été projeté, qui a été pensé éventuellement depuis quelques années, pour que l'Arménie soit au sein de ces peuples au niveau international en tant que un peuple d'apport. Merci pour votre question. Alors, on revient à la même question. Certes, nous sommes présents dans le monde, certes, nous sommes citoyens des pays dans lesquels nous vivons, mais qu'est-ce qu'on apporte à la communauté internationale ou à l'humanité pour que l'Arménie, c'est un peu ça, je pense, la question, puisse se prévaloir, en tout cas marquer son terrain dans le monde d'aujourd'hui pour qu'elle soit incontournable. C'est un peu ça la question. Quel est l'apport de l'Arménie pour qu'elle soit incontournable et quelle est sa place dans ce monde? Je croyais avoir répondu à cette question, mais je la reprends de la manière qui vient d'être faite. Ce n'est pas que tous les pays du monde doivent s'imposer au monde ou prouver au monde qu'ils ont le droit d'exister. L'Arménie, c'est un État comme les autres, avec ses atouts, ses inconvénients, avec ses ressources, avec ses richesses et avec ses visions et aspirations. Et les valeurs de l'Arménie sont celles
de l'Europe, ce sont les valeurs de la démocratie. C'est ça, les fondements de la société arménienne d'aujourd'hui. En tout cas, c'est ça les aspirations de la société arménienne. Et l'Arménie se considère, éventuellement, avec le Haut-Karabakh, se considère comme un bastion important de ces valeurs dans cette région compliquée du monde. Et je reviens sur ces valeurs, je voudrais juste faire une remarque. Vous savez qu'il y a le groupe parlementaire d'amitié France-Arménie, d'ailleurs qui est un des plus nombreux au sein de l'Assemblée nationale française. Je vous révèle que d'élection en élection législative en France, ce groupe est réélu, les députés sont réélus dans leur quasi-totalité. Ce n'est pas parce qu'ils défendent l'Arménie, c'est pour ça qu'ils sont élus, tout simplement. Dans le groupe d'amitié France-Arménie, il y a des élus français qui ont des valeurs et des principes. Parce qu'en France, il y a d'autres valeurs, le gaz et le pétrole. Sans vouloir faire aucune allusion, je constaterai que les autres groupes parlementaires, normalement, sont réélus pas plus qu'à 30 ou 35%. Ceci disant, je voulais juste assurer tout notre respect à M. François Rochebloine, vice-président du groupe d'amitié France-Arménie à l'Assemblée nationale et président fondateur de ce groupe, ainsi qu'au président actuel, M. René Rouquet, qui est également président de la délégation française à l'Assemblée parlementaire du Conseil de l'Europe, tous les membres de ce groupe, de défendre aux côtés de l'Arménie les valeurs que nous avons en partage. Conseil de l'Europe qui a d'ailleurs cessé toute activité sur le plan des droits de l'homme avec l'Azerbaïdjan. Ça, c'est important à dire et le faire savoir. Alors, Touragnon, vous vouliez réagir sur cette question de l'apport de l'Arménie? Oui, pour revenir à ce que je disais tout à l'heure, par rapport à la situation très particulière de résistance du Haut-Karabakh par rapport et contre cette dictature azerbaïdjanaise, le monde arménien aujourd'hui est en situation de défenseur des valeurs et des principes perdus et trahis par les civilisations occidentales. Et je pense que c'est cette force morale aussi qui nous porte. Nous ne sommes pas là simplement pour dire ça c'est à moi ou ça c'est pas à moi, c'est arménien ou c'est pas arménien. Non, nous sommes en train de résister sur effectivement nos terres face à une dictature et pour simplement notre droit à l'existence. En ce sens, on défend effectivement des valeurs très très fortes. Et peut-être que M. Atabekyan ne peut pas le dire parce qu'il est diplomate, mais on voit très très bien, il l'a évoqué, mais il y a une très nette ligne de fracture aujourd'hui entre ceux qui défendent l'Azerbaïdjan, qui sont en général, et on l'a bien vu, dans le camp du bling-bling et dans le camp de la corruption et dans des situations parfois de conflit d'intérêts, comme une certaine garde des Sceaux qui a des intérêts professionnels qui ont été dévoilés par la presse, notamment en particulier avec le groupe GDF Suez, et qui sont des intérêts qui sont liés à l'Azerbaïdjan et qui devraient la disqualifier pour signer des tribunes proférant des contre-vérités comme celles qui ont été publiées par la presse récemment, presque à souligner là aussi que, pour reprendre cette tribune qui a été signée par Madame Rachida Dati et d'autres, elle n'a pas été publiée par la grande presse française. Alors, qui l'a refusée parce qu'elle pense qu'on ne peut pas servir la soupe d'une dictature comme l'Azerbaïdjan, qui est aussi méprisante envers les droits de l'homme et en particulier envers les droits des journalistes. Quelle presse française ? J'ai entendu dire que cette tribune a été proposée à différents journaux qui l'ont refusée parce qu'elle servait la cause du dictateur Aliyev. Donc tout n'est pas perdu. Alors que la tribune qui a été signée par les 30 parlementaires en soutien au Haut-Karabakh a été publiée par Libération. Alors, pour terminer cette émission, parlons rapidement du 24 avril, car on est à quelques jours de cette date très importante, symbolique certes, mais aussi pour montrer notre détermination aujourd'hui face aux Turcs, mais également face aux Azerbaïdjanais, face à l'Azerbaïdjan. Alors, deux mots, Mourad Papazian, Ara Touragnon, sur l'organisation, sur l'agenda de cette journée du 24 avril. Donc, sur la cérémonie qui se déroulera à Paris, donc le rendez-vous est donné à 15h30 au monument Komitas, place du Canada.
où la cérémonie républicaine s'organisera cette année encore comme elle s'organise depuis plusieurs années. Le 24 avril. Hein. Le dimanche 24 avril. Oui, le dimanche 24 avril. Le 24 avril, c'est le 24 avril. Oui. Il n'y aura jamais d'ambiguïté. Le dimanche 24 avril à 15h30, place du Canada, où nous appelons effectivement toute la communauté arménienne, mais au-delà, tous les amis de la liberté, de la démocratie, de la nécessaire reconnaissance de l'histoire, à se mobiliser très très nombreux. Je le disais tout à l'heure, montrer que le 101e anniversaire est aussi important que le 100e anniversaire, et que cette année encore, vu effectivement les événements auxquels sont confrontés les Arméniens du Rarabar, le Rarabar, les Arméniens dans le monde entier, il est important que nous démontrions que nous sommes ultra mobilisés. Très très important. Les regards sont portés sur nous. Je vous le disais tout à l'heure, l'Azerbaïdjan scanne minute par minute tous nos faits et tous nos gestes, et nous devons être très nombreux à lui démontrer ce jour-là que le 24 avril, date qui symbolise le génocide arménien, eh bien les Arméniens sont mobilisés derrière le Rarabar, derrière les Rarabartis, en faveur de l'autodétermination et de l'indépendance du peuple du Rarabar. C'est très important. Rien que pour cette raison-là, il faut que chaque Arménien se transforme en militant et mobilise son entourage pour que le 24 avril, le dimanche 24 avril à 15h30, nous soyons très très nombreux. Place du Canada, mais également les mobilisations dans toute la France. À Lyon, à Marseille, à Nice, à Strasbourg, à Nancy, partout dans toute la France, nous serons mobilisés encore une fois derrière nos frères du Rarabar. Alors il faut suivre aussi toutes les annonces sur IPFM et dans tous les journaux arméniens, sur les réseaux sociaux, pour les commémorations ville par ville. Évidemment, vous avez évoqué toute la France, Mourad Papazian, Nancy, Marseille, Grenoble, un peu partout, Lyon, etc., Valence. Mais on peut dire aussi, Alfortville, ici les Moulineaux, voilà, donc Clamart, en région parisienne, Sarcelles, partout. Il faut suivre toutes ces actualités, toutes ces annonces, et puis le ravivage de la flamme du soldat inconnu sous l'Arc de Triomphe, c'est le samedi 23 avril cette année. Donc un dernier mot à la Touranian. Oui, j'appelle moi aussi à la mobilisation, car on voit bien que tout est lié, qu'il y a un rapport de cause à effet entre l'impunité du génocide de 1915 et ce qui se passe aujourd'hui au Haut-Karabakh. Il ne faut pas oublier qu'en 1988, quand le Parlement du Haut-Karabakh, dans le cadre de la Constitution soviétique, a demandé son rattachement à l'Arménie ou son indépendance, je ne sais plus exactement, quelques jours après, il y a eu la réponse turque des forces panturques traditionnelles par rapport au monde arménien, qui s'est traduite par des massacres à des centaines de kilomètres de là, à Sumgait, d'Arméniens innocents. Donc il est très important, bien entendu, de continuer le combat. Le temps, ça fait 101 ans, n'a pas le pouvoir de changer la nature des crimes contre l'humanité. Il ne fait que creuser les injustices, les plaies non cicatrisées, et il a des conséquences sur l'actualité d'aujourd'hui. S'il y avait eu un Nuremberg pour le génocide arménien, peut-être que la situation au Karabakh serait différente, peut-être que probablement même que l'Arménie vivrait autrement, et que des jeunes ne seraient pas en train de se faire tuer aujourd'hui avec l'aide des armes d'un certain nombre de pays qui n'ont pour seule valeur que la cupidité. Alors pour conclure, monsieur l'ambassadeur. À mon tour, je voudrais lier la résistance que nous menons aujourd'hui au Karabakh au génocide des Arméniens. Évidemment, ça se passe à 100 ans d'intervalle, mais une chose est, en tout cas en ce qui me concerne, est constante, c'est que cette volonté d'éliminer les Arméniens ou l'Arménien existe. Cela existe en Azerbaïdjan aujourd'hui, c'est manifeste, c'est évident. Peut-être la seule différence, c'est qu'aujourd'hui, il y a une Arménie relativement forte qui vient à l'aide du Rarabar et ne permet pas ce massacre une deuxième fois. Deuxième différence, c'est que c'est vrai, c'est tragique, c'est la conséquence tragique du génocide, mais aussi l'existence de la diaspora et de la diaspora de plus en plus mobilisée fait que les Azerbaïdjanais n'arrivent pas et que le Rarabar résiste. Le mot de la conclusion va à Tapikan. Je vais rester quand même, et je vous remercie tous, chers amis, de respecter mes obligations et les limites professionnelles. Un diplomate ne fait jamais appel à manifester, mais je crois que cette fois-ci, je vais sortir de cette limite, parce que ce n'est pas une manifestation contre, c'est une manifestation pour. Et dans cette manifestation, la France a défendu
les valeurs du peuple arménien. Le 24 avril, c'est une question de dignité nationale. Karabakh, c'est une question de dignité nationale. Plus on sera nombreux à défendre cette dignité nationale, plus on sera fort sur tous les terrains. Merci à vous tous. Merci Varak Natapekian, ministre plénipotentiaire représentant l'ambassade de la République d'Arménie en France. Merci Ovanes Kevorkian, ambassadeur du Karabakh en France. Arat Turanian et Mourad Papazian, coprésident du CCAF. Merci à nos auditeurs qui nous ont appelés et qui nous ont suivis. À la semaine prochaine. Merci. Au revoir. Merci. Carte sur table. Une émission proposée par Hype FM.